Alors, bonjour, j'ai compris. Alors, bonjour tout le monde, bon matin, merci d'être là. Donc, on va faire un peu comme mardi, pour ceux qui étaient là. Dans le fond, là, je vais faire la présentation, mais Caroline Martineau, qui est ici, va probablement m'interrompre. Et puis, en fait, tout le monde, là, vous pouvez m'interrompre et me poser des questions, nous poser des questions pendant la présentation. Donc, on va faire ça interactif pour que ça soit plus le fun. Alors, investissement par les tiers dans les coopératives. Excusez. OK. Tout d'abord, une petite mise en contexte. Il y avait, ces travaux-là faisaient suite, comme Marie l'a dit, à un projet du CQCM. Et donc, il y avait eu une phase 1 dans lesquels il y avait eu certains constats, entre autres que les non-membres les plus souvent sollicités pour investir dans une coopérative sont les partenaires financiers, les gouvernements et à une fréquence moins importante, les utilisateurs ou les clients ou les fonds de placement. Les formalités pour émettre ces titres ainsi que les dispenses en vigueur pourraient constituer des barrières à l'émission de ces parts. Donc, les dispenses, on va en parler tantôt, là, entre autres, qu'est-ce que c'est une dispense. Il y a aussi des cas pratiques originales qui signalaient un usage atypique des types de capitaux par une minorité de coopératives. Et donc, il y aurait lieu d'étudier ces usages afin d'en évaluer les opportunités d'innovation pour le secteur dans son ensemble. Ensuite, la loi canadienne sur les coopératives offre une plus grande diversité quant aux caractéristiques qui peuvent être conférées à des parts de placement destinées à des tiers et donc des personnes extérieures à la coopérative, des non-membres. Et donc, cette flexibilité permet d'organiser un design original des titres émis et des apporteurs de capitaux de risque. Et à l'instar des cas originaux, une analyse des dispositions particulières en cette matière de la loi canadienne devrait être prise en compte dans le cadre de réflexion devant mener à des représentations pour la modernisation de la loi québécoise. Donc, dans le cadre du projet, il y a certaines réflexions qui se font là, pour peut-être aussi amener ce genre de flexibilité dans la loi québécoise. Donc, les outils qu'on a développés pour aider les coopératives et les conseillers qui les accompagnent à trouver les meilleures façons pour chaque coopérative. Donc, il y a un document vulgarisé qui va présenter les différences entre les structures de capital de la loi canadienne et de la loi québécoise. Donc, cet outil-là, on ne l'a pas aujourd'hui, mais on va quand même, disons, je vais pointer les éléments les plus importants, mais cet outil-là vous sera acheminé. Il est encore en construction, dans le fond, là, donc il n'est pas complètement prêt. Et on en a un sur un tableau qui vulgarise ou synthétise, si on veut, là, les dispenses que l'Autorité des marchés financiers permet pour émettre des parts à des tiers sous certaines conditions et donc tout en évitant de se conformer à toutes les exigences de l'Autorité des marchés financiers. Donc, je vais commencer par faire un petit survol des distinctions entre la loi. Oups, il y a une faute en haut, je suis vraiment désolée. Les distinctions entre la loi canadienne et la loi provinciale qui peuvent, donc, dans certains cas, pas dans tous les cas, vraiment pas dans tous les cas, en fait, là, mais dans certains cas, ça peut être pertinent de se questionner si c'est préférable pour un projet en particulier d'avoir une constitution fédérale.
sous la loi canadienne. Donc, les principales différences, donc, en premier lieu, concernant les exigences principales relatives à l'émission de parts, sous la loi canadienne, l'émission de parts doit être inscrite dans les statuts. Les statuts de la coopérative peuvent prévoir tous les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations qui se rattachent aux parts de placement et la possibilité d'émettre des parts de placement sans valeur nominale. Donc, et dans la loi québécoise, donc c'est différent. C'est le conseil d'administration qui peut émettre des parts privilégiées si un règlement de la coopérative le permet. Donc, ça n'a pas besoin d'être inscrit dans les statuts. Ensuite, l'ensemble des caractéristiques des parts privilégiées est déterminé par le conseil d'administration. Encore une fois, ça ne se retrouve pas dans les statuts au niveau de la loi québécoise. Et les parts privilégiées doivent obligatoirement avoir une valeur nominale. Donc, c'est quand même une différence majeure entre la loi canadienne et la loi québécoise, le fait que les parts privilégiées doivent avoir une valeur nominale au provincial et ce n'est pas obligatoire au fédéral. Au niveau de la gouvernance, Julie, excuse-moi, j'avais oublié d'écrire mon micro, puis j'ouvrais mon micro, puis là, j'étais en train de jaser tout ça. Ah, bon, mais je ne te voyais pas parce que là, pour voir mon PowerPoint, j'ai tassé les faces. Ouais. Oui, c'est ça. Peut-être juste une précision, parce que dans le fond, ça, c'est vrai pour les parts privilégiées, mais quand on les met à des tiers, ça peut être des privilégiés, mais c'est le plus souvent des participantes qui, elles, sont déterminées par règlement en assemblée générale. Puis, tu sais, théoriquement, ce qui peut être décidé par règlement peut être décidé d'un statut. Fait que théoriquement, on aurait le droit de le mettre dans le statut. Donc, quel avantage ça aurait? On peut se poser la question, mais l'idée, c'est de dire on peut quand même là, faire que ce soit les membres qui décident des caractéristiques lorsque c'est émis à des tiers par le biais de parts privilégiées participantes. Là. Effectivement. Donc, c'est ça. Ce n'est pas interdit de le mettre dans les statuts pour les parts privilégiées participantes, mais c'est pas, dans le fond, dans la loi canadienne, c'est une exigence et ce n'est pas dans la loi québécoise, mais parfait. Donc, ensuite, au niveau de la gouvernance, donc, dans la loi canadienne, les non-membres qui auraient des parts d'investissement peuvent choisir de manière limitée les administrateurs qui participeront à la gestion de la coopérative. Et dans la loi québécoise, eh bien, la détention de parts privilégiées ne donne aucun droit spécifique lié à la gouvernance, donc aucun droit de vote, sauf les parts privilégiées participantes qui, par ailleurs, sont vraiment très, très peu utilisées. On n'a pas tellement de... Peut-être Caroline, c'est effectivement très peu utilisé. Hein? Donc, on n'a pas d'exemple concret à vous présenter là, au niveau de l'utilisation des parts participantes. On a un paquet d'exemples concrets de gens qui y ont pensé, puis qui se sont tournés vers autre chose, en fait. C'est ce qui fait qu'on n'a pas d'exemple probant de l'utilisation des parts privilégiées participantes. Ensuite, au niveau de la répartition des bénéfices, la loi canadienne prévoit les fins, les raisons auxquelles l'excédent doit être utilisé. Il n'y a aucun ordre qui est imposé, il n'y a pas de limite non plus, et ni d'obligation spécifique. Il y a même une possibilité de ristourne aux non-membres qui sont des usagers. Et au niveau de la loi québécoise, eh bien, c'est l'article 143 qui prévoit l'ordre dans lequel les membres doivent suivre
pour l'attribution des trop perçus ou des excédents, des intérêts sur les parts, la réserve, dette et ristourne. Donc, c'est un petit peu plus encadré au niveau de la loi québécoise. Et ensuite, il y a la réserve. Donc, on sait que la loi québécoise ne permet pas que la réserve soit partageable. Donc, au niveau de la loi québécoise, elle est impartageable. Et au niveau de la loi canadienne, elle est partageable, cette réserve. Et même chose pour ce qui est du reliquat, la répartition du reliquat ou du solde en cas de liquidation. La loi canadienne prévoit que l'excédent à la dissolution, l'excédent ou le reliquat, peut être distribué à toute personne. Et au niveau de la loi québécoise, eh bien, c'est obligatoire en cas de solde de l'actif ou de reliquat que ça soit versé à une autre coopérative ou à une fédération de coopératives ou au CQCM ou une confédération. Donc, il y a quand même plusieurs différences qui peuvent, c'est ça, tout dépendant des cas, des situations. Des fois, ça peut être plus pertinent de choisir une loi ou l'autre. Donc, l'outil que vous allez recevoir, qui est encore en construction, va permettre justement d'aider à la prise de décision dans les cas là, où ça pourrait être pertinent de choisir la loi canadienne. Donc, les principaux éléments, donc c'est très sommaire, qui peuvent peut-être amener à choisir une constitution fédérale ou à tout le moins à le considérer. Donc, les coopératives à haut potentiel de croissance, lorsque les besoins en investissement privé ou en capitaux de risque sont importants, notamment lorsqu'il y a un besoin d'investissement considérable en recherche et développement ou encore en propriété intellectuelle. Et également, c'est une exigence, mais pour pouvoir avoir une charte fédérale, eh bien, il faut avoir une place d'affaires à l'extérieur du Québec ou entre plusieurs places d'affaires au Canada, mais au moins une à l'extérieur de la province de Québec. Il y a quand même aussi des points à faire attention advenant le cas où on envisage de constituer une coopérative à charte fédérale. Donc, je vois une main de Hotman. Hotman qui est dans le sud. Oui. Bonjour tout le monde. Oui, concernant la condition liée à plusieurs places d'affaires au Canada, est-ce que ça c'est vraiment une condition, c'est-à-dire, supposons qu'il y a un des porteurs de projet là, qui pour des raisons qui leur sont propres, souhaite constituer sous la réglementation canadienne et pas québécoise, est-ce que c'est une condition sine qua non que de prouver qu'il y ait des places d'affaires qui vont se créer, ou ça peut être tout simplement une intention et pas forcément, voilà. Donc, est-ce que Guylaine, tu voudrais répondre à ça? Ce qu'on nous a dit, c'est qu'effectivement, ça doit être exprimé au moment de la demande de constitution, qu'on prévoit faire affaire dans plus d'une province et avoir des bureaux, hein, c'est pas juste un casier postal, là, des bureaux effectifs dans plus d'une province. Une fois qu'on a confirmé ça, semble-t-il que l'application est assez souple. OK, d'accord. Merci. J'aurais tendance à me coller sur dans la loi québécoise, on parle de capacité effective. C'est comme faut que tu aies l'intention, mais faut que dans les faits, ce soit effectif, là, que tu puisses réellement. C'est sûr qu'au démarrage, tu n'as pas encore de place d'affaires, donc ça, c'est normal, mais il faut que dans les faits,
effectivement, on s'en aille vers ça. Là. Je ne sais pas si ma perception est correcte, là. Si je peux me permettre un petit commentaire, je vous donnerai l'exemple de 2 coopératives à Charte québécoise qui ont prorogé par une loi d'intérêt privé sous le régime canadien. Alors, AgroPure et Exceldor ont été autorisés à s'en aller sous la loi canadienne et ont dû faire la preuve très clairement pour obtenir leur loi d'intérêt privé de prorogation, qu'elles avaient, et dans leur cas, c'était vrai, là, des activités, des bureaux, des employés dans plus d'une province. Alors, je dirais que dans une entreprise existante, le contrôle est quand même assez exigeant pour pouvoir proroger. Dans une entreprise en constitution, comme le souligne Caroline, bien, on a cet objectif-là. On prévoit se déployer dans plus d'une province, au Québec et dans plus d'une province. Et bon, on est de bonne foi quand on déclare tout ça à la demande de constitution. Oui. OK. Et je rajouterais que, dans le fond, c'est que l'intention doit être réelle. Effectivement, l'application, effectivement, elle est flexible, dans le sens que si jamais ce n'était pas vrai et qu'il n'y avait pas de place d'affaires dans le futur, peut-être qu'il n'arriverait rien. Mais il faut quand même se rappeler que la loi prévoit ça. Donc, si c'est ça, ça veut dire qu'on demeure non conforme à la loi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit une intention réelle. Il ne faut pas que ça soit... voilà. Je pense qu'on comprend là, ce que ça signifie. Est-ce que ça répond bien, Othman, à ta question? Oui, c'était un peu l'objet de ma question, c'est qu'effectivement, est-ce que la loi, c'est vraiment une exigence de la loi, même si on se donne du temps pour l'appliquer, mais si vraiment c'est clairement exprimé dans la loi sur le fait que c'est une exigence pour pouvoir justement partir sous la charte canadienne, en fait. En plein ça. Merci. Donc j'ai une question. Les vagues bougent en plus. Ah, OK, c'est les vagues d'Othman. OK. C'est bon. Alors, voilà. Donc, si on décide de se constituer avec une charte fédérale et qu'on exploite notre entreprise au Québec, eh bien, il faut quand même faire attention à certaines exigences parce qu'il y a beaucoup de programmes au Québec qui exigent que la coopérative soit reconnue sous la loi québécoise sur l'économie sociale. Donc, quel cadre dans le cadre de référence de l'économie sociale. Donc, ça implique notamment qu'elle réponde aux critères suivants. Donc, l'entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité. L'entreprise n'est pas sous le contrôle décisionnel d'un ou de plusieurs organismes publics au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. Les règles applicables à l'entreprise prévoient une gouvernance démocratique par les membres. L'entreprise aspire à une viabilité économique. Les règles applicables à l'entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ces activités ou prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d'eux et l'entreprise. Et les règles applicables à la personne morale qui exploite l'entreprise prévoient qu'en cas de dissolution, le reliquat de ces biens doit être dévolu à une autre personne morale partageant des objectifs semblables. Donc, une coopérative qui prévoirait, par exemple, que sa réserve est partageable, eh bien, pourrait ne pas se qualifier aux critères de l'économie sociale au Québec. Donc, il faut toujours quand même, là, quand on fait ce genre de choix-là, bien peser le pour et le contre selon les sources de financement qu'on a besoin, etc., etc. Donc, puis des fois, les groupes ou que ce soit pour des OBNL ou des coops, quand ils viennent nous voir, des fois, ils ont comme une idée toute faite qu'ils veulent telle affaire, mais c'est toujours important de questionner les choses vraiment en profondeur pour
pour s'assurer que, c'est ça, parce que ce n'est pas, tu sais, tantôt, on a parlé de la place d'affaires. Donc, lorsqu'on a une place d'affaires dans plusieurs provinces, on peut être à charte fédérale, mais ce n'est pas obligatoire. On peut aussi être à charte provinciale, absolument. Là, il y a une coopérative constituée sous la loi provinciale n'a aucune contrainte à faire affaire à l'extérieur du Québec, là, que ce soit dans d'autres provinces ou à l'international. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas un critère déterminant. C'est une exigence, mais ce n'est pas nécessairement un critère déterminant. J'ai de la misère avec mes flèches. Ah, voilà. Donc je change un petit peu de sujet, mais plus ou moins, mais donc on n'est plus là, dans la comparaison entre la loi provinciale et la loi fédérale. Mais dans le fond, c'est que dans tous les cas, que des parts soient émises soit en vertu par une coopérative constituée sous la loi fédérale ou sous la loi provinciale. Dans tous les cas, les valeurs mobilières, l'émission de valeurs mobilières, c'est une compétence provinciale et l'organisation qui supervise ou qui exerce un certain contrôle sur l'émission de valeurs mobilières, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a une loi, la loi sur l'autorité des marchés financiers et la loi sur les valeurs mobilières qui prévoit plein d'exigences pour pouvoir offrir des placements au public. Et généralement, il y a beaucoup d'obligations d'information aux investisseurs. Ça, c'est la règle générale. Mais il y a aussi pour des investissements de moins grande envergure, on peut, donc l'autorité des marchés financiers, soit dans la loi sur les valeurs mobilières ou il y a plusieurs règlements d'application qui sont reliés à cette loi-là. Donc, prévoit certaines dispenses. Donc, des dispenses qui font en sorte qu'on a le droit d'émettre des titres de valeur mobilière sans se conformer à toutes les exigences de l'AMF. Donc, les deux dispenses qui sont importantes pour nous, c'est la dispense de prospectus et la dispense d'inscription comme courtier. Donc, j'en parle un peu. Donc, c'est l'outil que vous avez reçu hier qui vous, dans le fond, qui vous synthétise quelles sont les dispenses de prospectus et les dispenses d'inscription comme courtier qui s'appliquent ou qui peuvent s'appliquer aux coopératives. Donc, tout d'abord, on a mis un petit lexique parce que c'est un langage quand même qui n'est pas nécessairement de tous les jours. Donc, c'est bon là, toujours de remettre en perspective. Donc, un émetteur, c'est n'importe quelle personne morale. Par exemple, une coopérative est une personne morale, un OBNL aussi. Une obligation, donc là, aujourd'hui, on parle plus de parts, mais une obligation ou ce qu'on appelle aussi les obligations communautaires, ce sont des titres d'emprunt, mais ce sont des valeurs mobilières aussi. Les parts sociales ou privilégiées sont des titres, mais c'est un titre de capital, c'est une valeur mobilière aussi. Le prospectus en tant que tel, donc ça c'est de façon générale, c'est obligatoire de produire un prospectus quand on émet des valeurs mobilières. Si on bénéficie d'une dispense, on n'est pas obligé de produire ce prospectus. Mais donc le prospectus est un document d'information détaillé qu'une personne morale va produire pour pouvoir émettre des titres au grand public.
et c'est en général, le prospectus en tant que tel doit aussi être soumis à l'AMF. Le souscripteur, eh bien, ça, c'est la personne qui souscrit des valeurs mobilières ou l'investisseur, si on veut. Les titres, eh bien, je l'ai dit, donc les titres peuvent être soit des titres de créance ou de propriété, donc soit des obligations, soit des parts. Et ce sont également des valeurs mobilières. Donc, voilà. Donc, de façon générale, lorsque la coopérative émet à ses membres, elle bénéficie toujours d'une dispense. Donc, il y a une dispense générale de prospectus pour les coopératives. Donc, ce que la loi sur les valeurs mobilières dit, c'est que les parts sociales ou privilégiées d'une coopérative et d'une fédération de coopératives émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n'ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré. Donc, c'est important, ce petit bout de phrase, c'est là où donc, il y a la dispense de prospectus, qui est la dispense de l'obligation de produire un document d'information, mais la dispense d'inscription comme courtier, donc ça, c'est vraiment la personne qui vend les parts, en quelque sorte, ne doit pas être rémunérée et ne doit pas non plus donner de conseils en placement. Donc, ça s'adresse beaucoup aux conseillers en développement coopératif. Là. Il faut faire attention à ne pas être confondu avec un courtier en valeurs mobilières. Et donc, en fait, il y a 2 dispenses prévues là, pour les coopératives. Les coopératives peuvent également émettre des titres d'emprunt à ses seuls membres. Encore une fois, là, on parle vraiment des membres uniquement, par une coopérative ou une fédération de coopératives, pourvu que la souscription n'ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré. Donc, les parts sociales ou privilégiées, c'est les parts qu'on connaît. Les titres d'emprunt, ce sont les obligations. Donc, ça, c'est la dispense générale, là, mais ça s'applique uniquement aux membres. Lorsqu'on veut émettre des parts à des non-membres, on en a déjà discuté à chaque fois qu'on a justement des demandes pour émettre des parts participantes, bien, on se questionne. On n'est jamais, on l'a jamais fait. En tout cas, nous, pour notre part, à la CDRQ, là, il y a certaines coopératives qui l'ont fait, là, qui ont utilisé ces dispenses-là, mais nous, ça ne s'est pas fait. Caroline, il n'y en a jamais eu, c'est ça. Donc, il y en a eu, nous, on n'en a pas fait. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y a certaines coopératives qui les ont utilisées. C'est pour ça, entre autres, qu'on a fait cet outil-là, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui est un petit peu stressant, disons, là, quand on vient pour utiliser ces dispenses-là. On veut être certain de respecter les règles. Puis on peut pas faire prévalider notre processus ou quoi que ce soit par l'AMF. L'AMF, ils nous disent de lire la loi, de se conformer aux règles. Puis si jamais on n'est pas conforme, ben, on peut peut-être se faire. Donc, c'est sûr que c'est. Mais en même temps, ce sont vraiment des choses. C'est des possibilités qui existent dans la loi. Donc, il ne faut pas se priver de les utiliser non plus. Ce qui est important quand même, c'est de demeurer très prudent dans l'utilisation de ces outils-là. Et il faut absolument s'assurer de respecter les règles à la lettre. Donc, il y a plusieurs dispenses qui sont disponibles. Je ne vais pas nécessairement, l'outil détaille bien les critères et
lorsque vous aurez des dossiers, évidemment, ça sera le temps d'approfondir un petit peu plus. Mais donc, il y a plusieurs dispenses, notamment, il y a une dispense qui s'appelle la dispense d'investisseurs qualifiés. Donc, l'outil va vous indiquer les types d'investisseurs que ça vise et les conditions, les formalités qui sont nécessaires pour respecter les règles de l'AMF tout en utilisant la dispense. Celle-là, on ne le sait pas, mais on l'utilise déjà. C'est chaque fois que Desjardins Capital investit en part privilégiée, ben, personne ne le dit, là, on a une dispense d'investisseurs qualifiés, mais c'est ça, en fait. Comme c'est une institution financière, puis bon, là, je vois un peu mal, là, mais c'est sûr que quand ce sont des investisseurs institutionnels, ben, d'entrée de jeu, ils sont considérés comme qualifiés. Exact, parce qu'ils sont considérés comme ayant eux-mêmes suffisamment de connaissances pour être capables d'investir sans avoir des conseils d'un courtier. Est-ce que, Caroline, c'est une question que je te pose, là, mais est-ce que, justement, il y a une obligation pour l'émetteur de produire une déclaration de placement et un formulaire de reconnaissance du risque? Est-ce que cette formalité est faite dans les cas? J'aurais tendance à penser que oui, dans le sens où dans ces contrats-là, là, tu as un paquet d'annexes où tu signes, je ne veux pas dire sans lire, là, évidemment, tout le monde l'a lu, ce document-là, de 82 pages, où on a 25 signatures à mettre, mais je pense qu'il y a effectivement ce genre de formulaire-là. OK. À vérifier, mais je suis pas mal sûre que les 10 investisseurs qualifiés se sont occupés de ça. Oui, parfait. Ensuite, il y a l'émetteur fermé. Donc, ça, c'est une dispense qu'on n'a pas vu utiliser tellement souvent dans les coopératives. En tout cas, ben, nous, à la CDRQ, non, là, comme on l'a dit, mais qui est très, très, très utilisé dans les sociétés par action en particulier. Là. Tu sais, les petites sociétés par action avec quelques actionnaires utilisent cette dispense-là presque systématiquement. Donc ça s'adresse dans le fond là, je dirais, les partenaires d'affaires principalement. Il y a une liste, les partenaires d'affaires, et ça inclut toujours les conjoints père mère parce que c'est toujours des personnes qui sont visées comme des investisseurs potentiels. Souvent, un projet d'affaires, c'est les gens de l'entourage qui vont être prêts à soutenir le projet. Donc, c'est une dispense qui peut être utilisée, qui pourrait l'être. Donc, il y a des conditions. Donc, ça, je ne vais pas nécessairement passer à travers, mais une des conditions essentielles, c'est qu'il faut qu'il y ait une restriction sur le transfert des actions qui soit inscrite dans les statuts de constitution. Et donc, on a eu là, une directive, disons, là, de la part du MEI, là, comme quoi ça serait possible. Dans un cas où une coopérative voudrait utiliser cette dispense-là, ça serait possible de faire ajouter une clause dans les statuts de constitution de la coopérative pour pouvoir être conforme, évidemment, à l'autorité des marchés financiers. Ensuite, il y a une dispense qui est pour les parents, amis et partenaires. Donc, ça le dit, là. Donc, c'est le type d'investisseur, c'est des parents, amis ou partenaires, donc des personnes de l'entourage. Et il y a certaines conditions. Dans celle-là, une des formalités, c'est qu'il faut produire une déclaration de placement et un formulaire de reconnaissance de risque, comme dans le cas de l'investisseur qualifié. Et
cette formalité-là. Donc, peut-être que dans le cas de l'investisseur qualifié, peut-être que c'est l'investisseur qualifié lui-même là, qui a ces documents-là et mais en réalité, c'est l'émetteur qui a l'obligation de produire le document. Il y a une autre dispense pour ce qui est des salariés, membres de la haute direction, administrateurs et consultants. Donc, cela aussi là, pourrait être utilisé dans le cas des coopératives. Et en terminant, il y en a une dernière qui s'appelle la notice d'offre, qui s'adresse à des investisseurs admissibles. Et donc, les investisseurs admissibles, c'est différent des investisseurs qualifiés. Donc, les investisseurs admissibles, c'est, disons, c'est des investisseurs avec quand même un certain un seuil de richesse quand même suffisant pour que ça soit considéré que leur investissement encore une fois, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tous les conseils requis par un courtier inscrit pour investir leur argent. Et l'outil contient aussi là, les dispenses qui sont disponibles pour les personnes morales sans but lucratif. Donc, bien évidemment, les Excuse-moi, personnes... Julie, mais Oui, avant qu'on passe de l'autre côté, puis pendant qu'on est dans les parts, oui. quelque chose que j'ai entendu, mais que je n'ai pas entendu aujourd'hui, je voudrais juste vérifier, là, dans tous les cas, quand on vend des titres à des tiers, si je ne me trompe pas, on est limité à un maximum de 50 investisseurs non-membres. Est-ce que j'ai raison de penser ça? C'est uniquement pour l'émetteur fermé. OK. Donc, c'est un bon point. Là, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est écrit. Puis c'est vrai que c'est petit. Là, vous ne devez pas voir nécessairement tout ce qui est écrit. C'est pas grave, mais je te le demande. C'est dans les conditions de l'émetteur fermé. Donc, maximum 50 investisseurs au total. Et ça inclurait les membres. Donc effectivement, la dispense d'émetteurs fermés ne permet pas d'avoir accès à un bassin d'investisseurs infini. Celle, par exemple, de parents, amis et partenaires n'a pas cette condition-là. Par contre, parents, amis et partenaires, on n'en a pas nécessairement 200 non plus. Donc, mais ça s'applique. Ça s'appliquerait comme indirectement, mais l'idée, c'est qu'il n'y a aucune de ces distances-là qui permet d'aller voir le public. C'est ça là, que l'AMF veut restreindre. Exactement. On ne peut pas faire d'appel public à l'épargne en utilisant une dispense. C'est justement ça. Les dispenses de prospectus sous-tendent qu'on cherche des investisseurs dans notre réseau, que ce soit notre réseau familial, notre réseau de partenaires, ou, encore une fois, les investisseurs qualifiés qui, eux, n'ont pas besoin de se faire conseiller parce qu'ils savent déjà, voilà. Marie, tu avais la main levée aussi, là. C'est une petite question de détail, là, justement, sur émetteur fermé. À ma connaissance, il y avait quelque chose au niveau des employés. Est-ce que ça inclut ou ça inclut pas les employés quand on parle du 50 personnes? C'est ça. Ça a été soulevé. Guylaine, est-ce que tu as une réponse 100% sûre ou... En fait, comme la disposition du règlement d'application semble exclure les salariés du calcul pour le 50, puis nous, ça aurait un enjeu dans les codes de travail, évidemment. On pourrait avoir une code de travail avec un gros sociétariat, puis elle pourrait peut-être aller chercher des partenaires additionnels. Je pense que dans la vie juridique et dans les précisions plutôt ultérieures à la vie juridique qu'a obtenu CQCM, je crois que le conseiller juridique avait confirmé que les salariés, donc les membres travailleurs, ne faisaient pas partie du calcul du 50, mais je n'ai pas retracé nécessairement là, la référence. Alors, il faudra peut-être qu'on revienne là, auprès
à la fois des contenus qu'on a obtenus, puis si nécessaire auprès du conseiller juridique pour s'assurer de cette information-là, parce que c'est peut-être là où on a un potentiel intéressant d'utiliser l'émetteur fermé. Oui. Donc, c'est à clarifier parce que moi non plus, je n'étais pas convaincue à 100%, mais effectivement, ça a été soulevé. Puis c'est sûr que, justement, on a eu des avis juridiques pour avoir, pour solidifier notre connaissance. Mais après ça, chaque situation est toujours utilisée au cas par cas. Il ne faut pas faire d'interprétation élastique avec ce genre de loi-là. Faut vraiment faut plutôt essayer d'être plus sécure que moins. Donc, il ne faut pas essayer de dire on dépasse un peu la ligne parce que c'est là que l'AMF peut décider. Puis en général, là, bon, on émet des parts, puis l'AMF, on est dans une dispense, on n'a pas besoin de dire rien à l'AMF, puis l'AMF ne viendra pas non plus faire de surveillance systématique de ça. C'est uniquement s'il y a quelqu'un qui se plaint que là, ils vont venir voir, puis là, ben, ils vont analyser tous les faits et ils vont, eux, décider si oui ou non on se qualifie ou non. Donc, c'est toujours à utiliser avec beaucoup de prudence. Je l'avais dit. Au niveau des dispenses pour les personnes morales sans but lucratif, en fait, là, les personnes morales sans but lucratif ne peuvent pas émettre de parts, bien sûr, mais seulement des obligations. Donc, les obligations communautaires, là, il y a une dispense également. Donc, encore là, il faut se conformer aux exigences de l'AMF si on veut ne pas perdre la dispense. Et je reviens très rapidement là, sur les parts qui sont émises aux membres d'une coopérative. Donc, il y a une dispense générale pour les membres des coopératives, comme on l'a dit tantôt, et on est quand même assez habitué avec ça. Donc, mais c'est déjà arrivé quand même qu'il y a des coopératives qui avaient comme annoncé sur Internet qu'elles vendaient des parts, par exemple, ou des choses comme ça. Puis c'était pour recruter des membres, disons des membres consommateurs, des choses comme ça. Mais que l'AMF a posé des questions. C'est arrivé. Donc, ce n'est pas parce qu'on émet à nos propres membres qu'il ne faut pas faire attention non plus. Là, il faut toujours s'assurer que ce ne soit pas considéré comme un appel public à l'épargne, premièrement. Et il faut s'assurer que la personne qui recrute, qui sollicite les investisseurs, ainsi que le conseiller, là, ne soient pas confondus avec le courtier en valeurs mobilières. Donc voilà, c'était, je pense que je viens juste de dire ça, là, donc la dernière petite chose sur laquelle je voulais vraiment, parce que bon, c'est notre rôle, nous, on est des conseillers en développement collectif. Donc, les 3 éléments principaux, c'est on ne doit jamais donner de conseils en placement ou en valeur mobilière. Ne jamais faire de sollicitation d'investisseurs. Donc, c'est à la coopérative de le faire elle-même, solliciter ses investisseurs. Et il ne doit y avoir aucune sollicitation par un vendeur ou un recruteur rémunéré. Donc, même dans certains cas, là, il faudrait, ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui est entièrement clair, mais disons un employé de la coopérative qui serait rémunéré, ça pourrait poser problème. Je le dis au conditionnel parce que s'il fait ça, c'est comme vraiment de manière accessoire
parmi plein d'autres tâches de son travail, ça pourrait ne pas l'être. Mais s'il fait ça à temps plein au démarrage de la coopérative, ça pourrait. Donc, c'est pour ça que, tu sais, on ne peut pas toujours tracer une ligne oui, non, oui, non. On donne des guides comme ça pour aider à faire la réflexion puis aider à prendre les décisions. Mais chaque situation doit toujours être analysée dans son propre, dans son propre contexte, etc. Donc, ça fait le tour des diapos. Fait que, il reste quand même un petit 10-12 minutes. Fait que peut-être que vous avez des questions suite à toutes ces informations. Ou des exemples. Moi, si personne parle, je vais y aller pour mes commentaires éditoriaux, là, même si, bon, on les aime ou on les aime moins, mais j'ai devant moi beaucoup de collègues qui m'ont entendu dire fais attention quand tu touches à ça, on veut-tu vraiment faire ça, y a-tu une autre solution, etc. L'objectif du travail qui a été fait là, dans ce projet-là avec le CQCM, c'était de solliciter de l'innovation, hein, de voir qu'est-ce qui est possible en innovation, de bien le documenter pour être capable de sortir des sentiers battus lorsque ce serait utile, lorsque ce serait nécessaire pour une coop. Fait que, je pense qu'il faut garder ce bout-là d'innovation là, comme étant en tout cas, ce que j'essaie de dire en des beaux mots, c'est que moi, j'ai à ouvrir mes œillères puis à me mettre en mode innovation. Mais ce qu'on va garder de l'ancienne approche, c'est la raison pour laquelle on ne voulait pas le faire, c'est parce que, justement, il y a des risques qui sont en lien avec l'AMF. Puis cet aspect-là de prudence, on va la garder. On va vraiment là, s'assurer. Puis on le fait dans notre rôle de conseiller en général, mais dans ce secteur-là, de façon plus spécifique, là, on donne de l'information, mais pas des conseils. On vulgarise, on donne des outils, on permet autant que possible à la coopérative de se forger une idée éclairée de façon à prendre des bonnes décisions, mais on va faire preuve de beaucoup de prudence dans ce... Jamais on va dire vous devriez ou vous ne devriez pas faire X ou Y chose. On remet la documentation, on les laisse valider si eux pensent qu'ils sont admissibles, par exemple, à une dispense. On va, je pense, souhaiter impliquer des conseillers juridiques là, en cas de doute. On le fait toujours, mais là, ce n'est pas théorique. Hein? Je pense que dans la pratique, on va vouloir étayer ça. Et puis, après ça, on va autant que possible mettre nos réserves pareilles. Puis après ça, oui, on va souhaiter là, qu'il y ait de l'innovation qui se passe, mais c'est un sentier, là, dans le fond, qu'il faut baliser nous-mêmes. Puis le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas appeler l'AMF et dire « aidez-nous à le baliser ». Il faut le baliser nous-mêmes puis espérer ne pas se faire taper dessus. Fait que dans cet esprit-là, on va le faire, mais le faire de façon prudente, chose de dire. Merci, Caroline. C'est un bon mot de la fin, ça, quand même. Innovons, mais allons-y avec prudence. Mais c'est beaucoup la responsabilité. Il ne faut pas prendre cette responsabilité-là. Puis souvent, même si on sait tout ça, hein, on le sait, c'est comme ça pour plein de sujets. Là, on dirait qu'avec l'AMF, c'est plus stressant, mais en réalité, là, même dans nos accompagnements en général, on ne peut pas donner des conseils juridiques, on peut pas, faut faire toujours attention à ça. Puis on le sait très bien, sauf que des fois, même si on leur dit justement, engagez-vous un conseiller juridique pour faire valider telle chose,
ben, il insiste, puis là, on veut aider, puis, tu sais, donc, c'est souvent des contextes qui font que... Donc, c'est hyper important là, de rester très... de bien connaître la posture qu'il faut avoir et de la garder. Et de ne pas plier, même si notre client nous insiste et qu'il dit qu'il n'y a pas d'argent pour se payer un avocat ou quoi que ce soit, peu importe là, la raison. Le typique, mais toi, à ma place, tu ferais quoi, tu sais? C'est ça. Parce que c'est souvent dans ce temps-là, tu sais, qu'on va franchir la ligne, puis là, ben, c'est un risque qu'on a pris. Pourquoi on a pris ce risque-là? C'est pas à nous de prendre ces risques-là. Puis évidemment, ça, c'est un autre, peut-être un autre petit conseil de fin, là, mais selon les groupes, selon les clients, on le sait, on le sent. Il y en a qui sont un petit peu plus cow-boys que d'autres. Donc, c'est aussi notre rôle de leur mettre plus de mise en garde dans ce temps-là. Justement, ceux qui ont tendance à faire de l'interprétation élastique, là, encore là, on ne peut pas les empêcher là, s'ils veulent. Mais nous, il faut mettre plus de mise en garde, toujours par écrit, comme Caroline l'a dit. Ça, c'est quelque chose que des fois, on oublie de faire parce qu'on manque de temps. Puis, mais si on a eu une conversation au téléphone ou sur Teams avec quelqu'un, ben, on peut écrire un courriel après, juste dire, on s'est dit telle chose, pour que par écrit, on ait une trace de ce qu'on lui a donné comme mise en garde ou quoi que ce soit. J'en aurais peut-être une ou deux petites dernières, là, si vous n'êtes pas tanné de m'entendre, j'oserais dire. Non. Mais première question, l'émission de valeur mobilière, est-ce que c'est une responsabilité statutaire des administrateurs? Dans le sens où, est-ce que l'administrateur est personnellement responsable lorsqu'une coop ou un OBNL émet des valeurs mobilières, puis ce qui s'est passé avec ça? Puis, mettons, sa foire, l'information ne s'est pas bien faite, il y a de la fausse information à la limite. Y a-t-il une responsabilité des administrateurs par rapport à ça? S'il y a eu de la fausse information, je dirais que oui. Mais si c'est fait de bonne foi, je dirais que non. Mettons, là, il y a de l'information plus ou moins complète qui a été donnée parce qu'on sait qu'on n'a pas tout à fait la capacité de remboursement de ce qu'on veut émettre, mais on ne l'a pas mis en évidence. Là, je te piège, là, excuse-moi, là, mais je regarde Geneviève du coin de l'œil, là, on a peut-être quelqu'un en tête, là. On a une réunion cet après-midi, fait que vous pourrez m'en parler plus en détail si vous voulez, là, mais c'est très difficile. Un administrateur qui commet un acte frauduleux ou qui falsifie des documents ou qui sciemment diffuse de la fausse information, oui, il pourrait être tenu responsable. Si tout a été fait de bonne foi, puis parce que, tu sais, ça demeure des investissements risqués, là. Donc les investisseurs ne sont pas protégés. Mais c'est pour ça que l'AMF existe. C'est que quand on investit normalement, il faut qu'on puisse avoir une assurance raisonnable que l'investissement, puis normalement, un courtier va nous le dire, ça c'est plus à risque, ça c'est moins. Donc, dans une coop, on n'a pas ça. Donc, les investisseurs ne sont pas protégés en tant que tels. Mais l'administrateur qui aurait diffusé de l'information fausse, oui, pourrait être tenu responsable. Est-ce que ça pourrait être tout le CA, si tout le CA a participé à ça, ça pourrait être un administrateur, mais c'est quand même... c'est l'exception. Je dirais, à la base, les administrateurs ne sont pas tenus responsables pour ça.
Parfait. Bon, on le creusera ensemble cet après-midi, là, mais moi, c'est vraiment, là, tu sais, si Mais il là, n'y a pas un de cas fausse particulier, information, c'est ça. mais disons que ça, tu sais, c'est un dossier qui est très risqué, puis l'information qui est donnée ne permet pas nécessairement de savoir que c'est très risqué. C'est là où je m'en vais. On en débattra un peu plus tard, là, mais je pense qu'il y a, on a un rôle à jouer de pousser les administrateurs, de pousser les responsables à être le plus transparent possible avec leurs investisseurs. Puis, à mon sens, ça aussi, ça fait partie de ce qui permet l'utilisation des dispenses, là, Oui, sans être clairement écrit de même. Là, entièrement d'accord. Je Oui, peux me Guylaine? permettre juste un petit commentaire à cet égard-là. Lorsque les coopératives ont abusé de leur dispense, n'ont pas fourni la juste information, certaines coopératives ont perdu le bénéfice de la dispense générale de l'article 3. Alors, c'est comme c'est la personne morale qui a subi la conséquence, en ce sens qu'elle n'avait plus la capacité d'émettre à ses membres. Mais il y a une intervention possible, même dans ces situations-là, de l'AMF. merci, Guylaine. Oui. Chaque cas est vraiment... chaque cas est unique, là, tu sais, donc c'est difficile de dire. Bien, merci tout le monde. Donc, on a le lancement de l'ampli dans 2 minutes. J'imagine qu'on va tous se voir là. Oui, merci tout le monde. Peut-être je vais ajouter, c'est ça, dans la série des outils produits, il y aura une petite capsule vidéo aussi sur la capitalisation là, qui a été travaillée avec la CDRQ, avec Réseau Coop aussi, qui va être disponible dans les prochaines semaines aussi. Là. Fait que j'imagine que sur votre intranet ou en tout cas, on verra comment ça va circuler dans vos réseaux. Ben, merci tout le monde. Merci, Merci. merci les filles. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne Bonne journée. journée tout le monde.